Je termine le cours sur les réactions de complexation à la page 6 du livret de cours. Alors, il nous reste une dernière partie à voir sur les réactions d'échange de ligands. On envisage effectivement que dans un même mélange réactionnel, on puisse avoir différents cations métalliques ou bien différents complexes faisant intervenir ces cations présents en même temps dans le milieu. Il faut par contre que le ligand soit commun aux deux complexes ou plus qui pourraient intervenir. Et on cherche ici à prévoir quelle va être la réaction qui aura lieu, quelle sera celle donc qui sera thermodynamiquement favorisée, qui aura la constante d'équilibre la plus grande. Pour ça, en fait, on va procéder exactement comme on l'a fait en oxydoréduction ou bien en acidobasicité. Alors d'abord, en oxydoréduction, on faisait un axe vertical avec les valeurs des potentiels standards redox E0, et on plaçait à gauche l'oxydant qui était l'accepteur d'électrons, et à droite le réducteur qui est le donneur d'électrons. En acidobasicité, on a fait des axes verticaux en pK cette fois-ci, donc chaque couple est caractérisé par sa valeur de pK. À gauche, vous écriviez les bases qui sont les espèces qui vont accepter un ion H+, et à droite, les acides, espèces qui vont donner un ion H+. Et bien là, c'est exactement la même chose, sauf que bien sûr, les grandeurs associées sont à adapter. D'abord, sur l'axe vertical, on va placer le pKb, qui est la grandeur caractéristique associée à un couple cation métallique complexe. À gauche, on place toujours les accepteurs. Ici, il s'agit d'accepteurs de ligands. Les accepteurs de ligands sont les cations métalliques. Et à droite, les donneurs, donc donneurs de ligands. Donc les donneurs de ligands sont les complexes associés. Alors imaginons dans l'exemple présenté de façon quand même très générale ici, qu'on a deux couples. Donc M1, M1L avec un PKD noté PKD1 et M2, M2L avec PKD2. Et bien, de la même façon que l'on procédait pour l'oxydoréduction ou l'acidobasicité, sur la partie gauche de cet axe vertical, quand vous allez remonter vers les valeurs croissantes de pKd, vous aurez des accepteurs de ligands, des cations métalliques, qui seront des accepteurs de plus en plus forts. Donc, les meilleurs accepteurs de ligands se trouvent en remontant l'axe vers le haut, donc pour des valeurs de pKd élevées. Au contraire, les meilleurs donneurs de ligands seront les complexes de pKd petits. Donc on retrouve exactement la même chose qu'en oxydoréduction ou en acidobasicité. Dit sous une autre forme pour discuter de la stabilité du complexe, on peut raisonner sur les valeurs donc, de pKd ou des constantes de formation. Donc, plus le pKd est grand, plus le Kd sera petit, puisque pKd c'est moins log de Kd. Plus le Kd est petit, plus au contraire Kf va être grand, puisque Kf et Kd sont inverses l'une de l'autre. Et plus Kf, la constante de formation d'un complexe, est grande, plus le complexe est stable. Au contraire, plus le pKd est petit, plus le Kf va être petit aussi, et plus le complexe sera peu stable et cédera facilement un ligand. Donc vous devez être capable de faire un axe vertical comme celui-ci sur des exemples précis, pour lequel les pKd étant donnés, vous devez être capable de placer les cations métalliques à gauche, les complexes associés à droite, et vous devez être capable de prévoir quel est le meilleur accepteur de ligand, quel est le meilleur donneur de ligand. Concrètement, sur la page suivante, l'utilisation d'un axe vertical comme celui-ci va vous permettre de trouver la réaction thermodynamiquement favorisée. Donc imaginons que dans une solution, on ait un mélange de différents complexes et de différents cations métalliques, avec quand même la nécessité d'avoir pour le complexe un même ligand, un même type de ligand qui se soit associé au cation métallique central. Si vous cherchez la réaction thermodynamiquement favorisée, qu'on a aussi appelée précédemment la réaction prépondérante, donc celle de plus grande constante d'équilibre, et bien comme en oxydoréduction ou en acidobasicité, ce sera celle entre le meilleur donneur de ligand et le meilleur accepteur. Donc le principe étant toujours le même, on peut toujours tracer un gamma pour prévoir si la réaction est plutôt totale, quasi totale, ou au contraire limitée, très limitée. Vous avez deux exemples, pas encore des exemples très précis, on va en voir un après, qui permettent d'utiliser cette règle du gamma comme on l'a fait dans les deux chapitres précédents. Alors imaginons que dans une solution aqueuse, on ait un cation métallique noté M2, dont le complexe conjugué soit M2L avec le pKd noté pKd2. Et puis on a M1L appartenant à un autre couple avec un autre cation métallique, mais le ligand associé est le même, le pKd noté pKd1, et on a M3L, donc un autre complexe avec un troisième cation métallique différent des deux autres, mais associé au même ligand. Le pKd est noté ici pKd3. Donc j'ai entouré ces trois espèces-là.
ce qui signifie que initialement, ce sont les seules à être présentes, donc les seules susceptibles de réagir entre elles. Côté accepteur de ligand, côté cation métallique, on n'a pas le choix, hein, le meilleur accepteur de ligand initialement présent, c'est nécessairement le cation métallique F2, puisqu'il est le seul en solution. Par contre, la question peut se poser du meilleur donneur, hein, ici, hein, en se replaçant à droite de l'axe, hein, la question du meilleur donneur de ligand se pose, puisqu'on en a deux présents initialement, M1L et M3L. Le meilleur donneur de ligand est celui appartenant au couple de PKD le plus bas, donc c'est M1L. Donc la réaction thermodynamiquement favorisée est celle entre M2 et M1L. Quand je trace le gamma, il est fait dans le sens normal, donc la réaction dont l'équation est écrite ici aura pour constante d'équilibre 10 puissance plus l'écart, pris positivement ici puisque PKD2 est supérieur à PKD1, donc entre ces deux PKD. On a bien quelque chose qui est supérieur à 1, alors ça ne suffit pas pour dire que la réaction est totale. Si on veut que la réaction soit totale, il faut que l'écart entre les deux PKD ici, PKD2 et PKD1, soit supérieur à 4. Autre exemple, on considère toujours les trois mêmes couples, hein, avec les trois cations métalliques M1, M2, M3 qui sont différents, et les trois complexes associés faisant intervenir le même ligand L. Ce qui change, c'est que les espèces présentes initialement ne sont pas les mêmes. Donc on suppose qu'initialement, dans la solution, on a uniquement le cation métallique M1 et les deux complexes M2L et M3L. Donc le meilleur accepteur présent initialement, c'est nécessairement M1 puisqu'il est le seul cation métallique présent dans la solution. Et le meilleur donneur entre les deux ligands ici, initialement présents et que j'ai entouré, c'est M2L, hein, c'est le complexe appartenant au couple dont le PKD est le plus petit. Donc cette fois-ci, d'abord la réaction qui est thermodynamiquement favorisée, c'est celle entre M2L et M1, l'équation associée est écrite ici. En revanche, je constate que là le gamma est fait dans le sens inverse, hein, de droite vers la gauche, donc ce sera une réaction qui sera équilibrée. Et la constante d'équilibre va donc s'exprimer 10 puissance moins, en prenant ensuite l'écart entre les deux PKD positifs, donc on aura une constante d'équilibre ici de valeur inférieure à 1. La réaction est donc bien limitée et non pas totale, comme dans l'exemple qui était au-dessus. Je vais vous faire remarquer une différence par rapport à ce que vous avez fait en acido-basicité. En acido-basicité, quand vous traciez les axes verticaux en pKa, cette fois-ci, il fallait toujours penser à écrire en premier lieu les deux couples de l'eau, puisque l'eau était à la fois le solvant pour les réactions qui ont toujours lieu en solution aqueuse, mais avait aussi des propriétés acido-basiques, puisque c'est un amphotère. Ici, vous n'aurez jamais de couple de l'eau à faire intervenir. Au plus, l'eau pourrait jouer le rôle de ligand lié à un cation métallique, mais voilà, ce sont des situations particulières, donc vraiment il faut regarder les couples intervenant associant un cation métallique au complexe conjugué, mais là il n'y a pas systématiquement, il n'y a pas de couple de l'eau à rajouter dans ce cas-là. Et bien pour terminer une application avec un cas un petit peu plus concret, alors on considère deux cations métalliques qui sont les cations barium et calcium. Tous les deux peuvent se lier avec un même ligand, donc c'est bien ce que j'ai dit là, hein, ces axes n'ont de sens que si tous les complexes que vous considérez peuvent se lier à un même ligand. Si les ligands sont différents, il faudra procéder autrement, vous verrez dans le TD. Donc ces deux cations métalliques peuvent se lier avec un ligand qui est un anion, donc une base de Lewis, qui est l'ion EDTA, qu'on note Y4- ici pour simplifier. Sa formule est donnée d'ailleurs en annexe de ce polycopier de cours. Donc les deux réactions de formation des complexes sont données ici. Il s'agit d'ailleurs plutôt de réactions de dissociation en l'occurrence ici. Donc la première avec le PKD associé, la deuxième avec le calcium et le PKD associé. On demande si on met en présence ces deux ions, si on met en présence les ions calcium avec le complexe BAY2-, quelle est la réaction qui va être observée? Il faut écrire son équation de bilan et donner la constante d'équilibre associée en valeur numérique. Donc on fait un axe en PKD. On place bien à gauche les cations métalliques, qui sont les accepteurs de ligand, et à droite les complexes associés. J'ai rajouté les valeurs des PKD correspondantes. Initialement, les deux seules espèces présentes sont les ions calcium et le complexe BAY2-. Donc ici, de toute façon, il n'y a pas de doute sur la réaction qui peut avoir lieu, c'est celle entre ces deux espèces. Là où l'axe en PKD en revanche est intéressant, c'est pour trouver la valeur de la constante d'équilibre. Le gamma est fait dans le sens normal de gauche vers droite. Donc la constante d'équilibre, ce sera 10 puissance plus l'écart en valeur absolue entre les deux PKD, donc 10,7 moins 7,8, ce qui donne 10 puissance 2,9. Donc en toute rigueur, cette réaction n'est pas totale, puisqu'on ne trouve pas une valeur qui est supérieure à 10 puissance 4.
On s'en approche quand même, hein, on a une constante d'équilibre qui vaut presque 10 puissance 3, on dirait que la réaction est quasi totale dans ce cas. Alors cette partie que je viens de traiter, elle est intéressante parce que elle vous propose un raisonnement là, hein, par analogie, hein, permettant d'une part, en comparant avec ce qu'on a fait en acido-basicité et en oxydoréduction, de retrouver les meilleurs accepteurs ou donneurs de ligands. Et donc dans le cas où vous avez des mélanges de cations métalliques pouvant se lier au même type de ligand, vous pouvez prévoir quelle réaction va être thermodynamiquement favorisée et trouver la valeur de la constante d'équilibre associée. Bon, l'intérêt, je le répète, c'est de voir que les raisonnements sont analogues à ceux des chapitres précédents, mais vous verrez finalement que cette méthode de l'axe en PKD ne sert pas très souvent, mais vous vous reporterez au TD pour ça. Ce que vous devez vraiment savoir faire, c'est tout ce qui est dans les deux premières parties du polycopier, bien connaître toutes les relations entre les différentes constantes et faire des diagrammes de prédominance, donc tracer des diagrammes de prédominance ou exploiter des diagrammes de distribution. Ça, c'est dans tous les exercices, c'est dans la plupart des cas ce que l'on va vous demander. Donc, peu d'exercices sur la partie que je viens de présenter. Néanmoins, elle est à votre programme et vous devez être capable de maîtriser le genre de raisonnement que je viens de montrer à l'instant.